Bonjour, dans cette vidéo, nous parlons de l'implémentation d'un modèle VHDL. Voici ce qui est couvert dans cette présentation. On va voir les étapes de l'implémentation, l'association, le placement, le routage. On va voir comment extraire les métriques d'implémentation de performance et finalement, on va voir comment la configuration de la puce se fait. L'implémentation, c'est l'étape qui se produit après la synthèse et juste avant la génération d'un fichier de configuration. L'implémentation peut être décomposée en 3 sous-étapes. Tout d'abord, on découpe la liste des interconnexions. C'est ce qu'on appelle l'association. Ensuite, on choisit des endroits spécifiques sur la puce pour chaque composante. C'est ce qu'on appelle le placement. Et finalement, on relie les ports des composantes par des chemins. C'est ce qu'on appelle le routage. L'association n'est faite en général qu'une seule fois. Cependant, les étapes de placement et de routage peuvent être faites plusieurs fois de manière itérative jusqu'à ce qu'on obtienne une solution qui nous convienne. L'association, ça consiste à prendre les produits du synthétiseur et les regrouper en blocs disponibles sur le FPGA qui est choisi. Donc, par exemple, sur la diapositive, je vous montre un exemple où on a une fonction de 3 entrées A, B et C avec 2 portes, une porte OU exclusif, une porte non OU exclusif et une porte non. Et en fait, le processus d'association consisterait à prendre ces 3 fonctions, et les 3 fonctions XOR, XNOR et NOT, et à regrouper tout ça pour placer le tout dans une table de conversion à 3 entrées. Donc, les composantes de base qui sont utilisées par le synthétiseur peuvent inclure les portes logiques, les multiplexeurs, décodeurs, etc. Mais à la sortie du processus d'association, on n'a plus que des composantes qui existent sur le FPGA, comme des LUT et des bascules, par exemple. Le processus de placement consiste à choisir un endroit spécifique sur la puce pour chacune des ressources nécessaires. Sur la diapositive, je montre 4 solutions possibles de placement pour un circuit qui utiliserait 5 blocs. Donc, bloc bleu, vert, jaune, rouge et bleu foncé. Donc, on peut se demander laquelle de ces 4 options est la meilleure ou même si une de celles-là est la meilleure possible. On peut voir tout de suite que le nombre d'options possibles est très très grand et ici on a un très très petit FPGA de 5 colonnes par 3 rangées et un design avec seulement 5 blocs. Non, en pratique, on voudrait que les blocs qui communiquent entre eux soient disposés près les uns des autres. Par exemple, si le bloc rouge doit parler au bloc vert, eh bien ici on a une solution qui n'est pas trop mal, une autre solution qui n'est pas trop mal. Celle-ci semble bien préférable, alors que celle-ci, n'est pas trop mal aussi. En général, les différentes composantes vont parler à plusieurs autres composantes et donc il n'est pas possible de satisfaire tous les besoins en même temps. En plus, si on a une solution où, si on utilise un FPGA par exemple, où on a une grande utilisation de sa surface, par exemple plus de 80%, mais là, les options disponibles à l'outil de placement sont vraiment limitées et ça va grandement compliquer sa tâche. Les algorithmes de placement utilisent souvent des méthodes heuristiques comme le recuit simulé, les algorithmes génétiques, etc. Donc, les objectifs généraux du placement sont, tout d'abord, garantir qu'un routage existe. C'est primordial. Si un routage n'est pas possible, le placement ne fonctionne pas. Minimiser la longueur des chemins entre les composantes. Minimiser la consommation de puissance, c'est moins vrai pour les FPGA, et minimiser le bruit entre les signaux. Ça aussi, c'est un peu moins vrai pour les FPGA. Ça serait plus vrai, ces deux options-là ici, ces deux objectifs-là, seraient plutôt vrais pour de la logique fixe. Il y a 3 métriques qu'on peut calculer. Tout d'abord, la longueur totale des interconnexions. Ensuite, le délai le plus long. Et finalement, la congestion des interconnexions. Donc, par exemple, on pourrait avoir des connexions très très courtes ici. Et puis, cependant, si le bloc bleu doit parler au bloc rouge, on aurait par exemple un chemin comme ça ici qui serait possible. Donc, selon la métrique de la longueur totale des interconnexions, peut-être qu'on a une bonne solution. Cependant, le délai le plus long, peut-être qu'on n'a pas une bonne solution à cause de ce long chemin. Si dans une autre solution, on a par exemple de vert à jaune comme ça, on avait de bleu à rouge comme ça ici, on avait bleu à jaune, cette solution-là ne semblerait pas favorable du tout, et puis de bleu à vert, voilà. Donc, on pourrait maintenant comparer les deux options. Quelle est la longueur du chemin
le plus long, et puis quelle est la longueur totale des chemins. On aurait deux façons de comparer les deux solutions. Ce qui nous amène bien sûr au processus de routage. Donc on peut voir que le processus de placement et le processus de routage sont intimement liés. Le placement va être fait une première fois, ensuite on va faire un routage. On va obtenir des métriques. Si on n'est pas satisfait, on recommence avec le placement, possiblement en servant des informations de l'étape de routage, et on retourne au routage, et ainsi de suite. On bascule jusqu'à ce qu'on arrive avec une solution qui nous convienne. Donc le processus de routage consiste à établir des connexions entre les ressources. C'est souvent basé sur des méthodes heuristiques, recuits simulés, algorithmes génétiques. Le problème, c'est que quand on arrive pour faire un routage, eh bien, il y a un nombre limité de connexions qui peuvent être faites ici dans les points d'interconnexion. Et entre deux points d'interconnexion, il y a un nombre limité de fils. Donc, on n'a pas toutes les options possibles. On ne peut pas faire de connexion, par exemple, en diagonale directement. Il faut suivre les chemins qui sont disponibles sur la puce. Dans certains cas, il peut être impossible de router un circuit étant donné un placement. À ce moment-là, le placeur doit effectuer un nouveau placement. Et puis, le routeur doit router trois types de connexions. Bien sûr, les connexions entre les blocs logiques, c'est ce qu'on montrait, mais aussi les connexions entre les blocs logiques et les blocs d'entrée-sortie, par exemple, et ce qui n'est pas montré sur le diagramme ici, les connexions des horloges et des signaux de réinitialisation. Cependant, les signaux d'horloge et de réinitialisation utilisent des réseaux de connexion qui leur sont dédiés et qui ne sont pas montrés ici sur la diapositive. Donc, les objectifs du routage sont d'effectuer toutes les connexions nécessaires, de minimiser la longueur totale des interconnexions et de minimiser la longueur du chemin le plus long. Dans un FPGA, les connexions sont très bien caractérisées, et les délais des longueurs des chemins sont bien connus. Donc, on sait très bien dans un FPGA que de passer ici de ce point d'interconnexion à celui-là prend exactement, par exemple, 0,1 nanoseconde. Et verticalement, peut-être que c'est la même chose. On sait que ici, passer de ce point d'interconnexion à ce bloc configurable prend exactement 0,05 nanosecondes, par exemple. Donc, si on a un chemin, par exemple, on parle du bloc vert, et on fait le chemin suivant, jusqu'au bloc en bleu, mais on est capable d'additionner les différents délais des différents chemins. Comme le FPGA est vraiment bien caractérisé, on connaît ces différents délais-là, et donc on sait que pour connecter le bloc vert au bloc bleu par ce chemin, va prendre par exemple exactement 0,35 nanosecondes. Par exemple, c'est un exemple, je n'ai pas suivi les conventions ici que j'avais énumérées avant. Donc ensuite, si on prend une autre possibilité d'un deuxième chemin, par exemple, qui pourrait être comme ça, bien là, on pourrait savoir exactement quelle est la longueur en temps de ce deuxième chemin et comparer les deux solutions. Donc, on peut extraire les métriques de performance une fois que le placement et le routage est fait. Ces métriques de performance bien, sont le délai entre les différents blocs. Ce qui nous intéresserait probablement, c'est le délai le plus long. On peut savoir combien de ressources on a utilisées exactement. On pourrait savoir s'il y a une région du FPGA qui est plus occupée qu'une autre, etc. On peut aussi simuler le résultat du placement et du routage parce qu'on obtient un modèle VHDL de ce placement et ce routage-là avec une annotation des délais. Donc, si on fait une simulation, on peut observer comment les différents signaux évoluent sur la puce. On pourrait peut-être identifier des hasards et d'autres problèmes. La configuration du FPGA finalement. Donc, on a terminé l'implémentation, on a fait le placement, le routage, l'outil nous dit qu'on atteint nos objectifs. Comment faire pour programmer la puce? Eh bien, on va avoir un programme qui va générer un fichier .bit. Un fichier .bit. Et dans ce fichier .bit, on retrouvera l'information de configuration pour toute la puce. On se souvient qu'une tranche, par exemple, d'un FPGA contient plusieurs éléments programmables. Ces éléments programmables sont entreposés dans des petites mémoires SRAM qui sont à l'intérieur même de chacune des tranches. On doit aussi programmer chacun des points d'interconnexion pour le réseau d'interconnexion. On doit programmer les blocs d'entrée-sortie aussi. Il y a une grande quantité d'éléments de mémoire à programmer pour que le FPGA prenne la fonction qu'on a décidée. Alors, au lieu d'avoir une multitude de pattes sur la puce qui servirait à avoir accès à chacune de ces mémoires-là, en général, les FPGA utilisent un nombre très restreint de pattes et les
différents points de programmation sont envoyés un à la fois en série. Donc, sur le FPGA, on a chacun des éléments à mémoire ici. Par exemple, ces 4 premiers-là pourraient correspondre à une tranche en particulier, ces 4-là à une autre tranche. Ici, ça pourrait correspondre à un bloc d'entrée-sortie. Ça pourrait correspondre à un point d'interconnexion. Donc, le fichier .bit est envoyé un bit à la fois et tous les registres sont placés en série. Donc, effectivement, on enverrait le bit pour programmer cet élément-là à mémoire-là en premier et donc ainsi de suite. Le chemin se ferait au complet. On peut même lire la configuration au complet du FPGA si on le veut. Bien sûr, ça aurait pour effet de déprogrammer le FPGA, mais si on avait un FPGA qui était déjà programmé. Donc, ça conclut cette présentation sur l'implémentation d'un design une fois qu'on en a fait la synthèse. On a aussi parlé de la configuration finale du FPGA.